Bonjour et merci pour cet accueil. Alors, je vais commencer par un petit peu dénoncer le titre un peu qui est donné à cette présentation, qui est un peu, quelque peu trompeuse, parce que je ne suis pas mathématicien. Je suis juriste. Je ne dis pas que je ne suis que juriste. Parce que je pense que le droit et la science et les mathématiques sont aussi importantes l'une et l'autre dans la société. En tout cas, donc, il y a une approche effectivement géométrique du droit constitutionnel. Alors, je n'ai pas vu beaucoup de ce genre d'approche dans la littérature constitutionnelle. Peut-être en sciences, j'en ai pas vu beaucoup non plus. Donc, c'est un petit peu une gageure aujourd'hui de présenter ce genre de croisement. Alors, le sous-titre, vous avez vu le sous-titre, des diagrammes, donc, décrivant des îlots de stabilité et d'évolution du droit constitutionnel contemporain. Surtout américain d'ailleurs, hein, qui est le plus développé. Alors, je vais faire d'abord quelques propos préliminaires avant de présenter certaines figures géométriques. Alors, pourquoi le droit et les mathématiques? Quel rapport? Quel rapport surtout avec le monde des ingénieurs, que sont les polytechniciens? Donc, quel rapport entre le droit constitutionnel et le monde des ingénieurs? Donc, à première vue, il n'y a aucun rapport, puisque l'ingénieur, en général, traite d'une rationalité qui est proche un peu des choses, d'une certaine manière. Alors que le constitutionnaliste traite de choses qui sont un peu inhabituelles. Pareto, vous savez, l'économiste ingénieur, disait que la sociologie s'occupe des actions non logiques. Eh bien, un peu le droit constitutionnel s'occupe un peu des actions non logiques, fortement individuelles, donc imprévisibles, comme on le voit d'ailleurs en ce moment en politique. Donc, vous voyez, il y a un peu. Donc, on va traiter des actions non logiques sous l'angle de la géométrie, ce qui est un petit peu aussi un paradoxe. D'accord ? Alors, l'action individuelle est aussi, effectivement, chargée d'affect. Bonjour. Chargée d'affect, d'où l'importance de la rhétorique en politique. On n'imagine pas le droit et la vie politique sans rhétorique. Je veux dire en démocratie. Je ne parle pas d'un régime totalitaire, mais en démocratie, la rhétorique est prégnante, très importante. Alors, le premier rapprochement qu'on peut faire entre le droit constitue, comme disent les étudiants, et les ingénieurs, c'est un petit peu d'abord la prise en compte du terrain. On n'imagine pas un ingénieur appliquer des formules, des théorèmes en ignorant totalement le terrain. Construire un barrage, un tunnel, vous faites une analyse des roches, etc. Donc c'est important. Et le droit constitutionnel, son terrain, c'est un petit peu celui des mœurs. Alors le mot mœurs n'a plus cours tellement un peu dans la littérature. C'était très employé au XVIIIe siècle. Montesquieu parlait des mœurs, Voltaire parlait des mœurs, etc. Aujourd'hui, quasiment, on ne parle plus de mœurs. Alors je trouve ça dommage. Alors, lors d'une mission comme diplomate en Afrique du Sud, j'avais pris un café avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud, l'ambassadeur français, et je lui pose la question, quel état des mœurs en Afrique du Sud? Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous entendez par mœurs, monsieur? Je lui ai dit, les mœurs, je ne sais pas, les rites, les valeurs, les croyances, les habitudes. Il était tout à fait étonné de la question. C'était un homme intelligent, mais le mot mœurs n'entrait pas dans son vocabulaire. C'est tout à fait intéressant. Donc le droit constitutionnel tient compte des mœurs. Vous voyez, les mœurs françaises, on ne peut pas comprendre la politique française actuelle sans comprendre aussi les mœurs françaises. Si vous faites une constitution en France, il faut connaître les mœurs françaises. Alors ça, c'est le premier rapprochement. Disons un rapprochement un peu plus sophistiqué, rapprochement un peu plus sophistiqué, c'est la géométrie. Alors la géométrie, entendu au sens le plus large, la géométrie euclidienne classique, etc., mais aussi topologique, etc., tout ce que j'ai vous différentiel. Donc la géométrie, donc, au sens large, comme au XVIIIe siècle, on appelait géométrie, les mathématiciens s'appelaient géomètres. Même si c'était des analystes, c'était des géomètres à l'époque. Donc je vous ai mis... Alors l'importance de la géométrie, c'est justement l'importance de l'intuition de l'espace. Et je vous ai mis une belle phrase de Félix Klein, pourtant qui a travaillé sur les théories des groupes algébriques pour unifier un peu les géométries. Et voici ce qu'il dit, on peut le lire. Il ne faut pas toutefois se départir de cette prescription qu'une question mathématique
ne doit pas être considérée comme complètement épuisée tant qu'elle n'est pas encore devenue intuitivement évidente. Découvrir au moyen de l'analyse, c'est faire un pas très important, mais c'est de ne faire que le premier pas. Donc, vous voyez, pourtant, un théoricien des groupes algébriques, théorie des symétries, tient compte de ça. Alors, une autre citation de lui qui est importante. Je la considère, l'intuition de l'espace, comme subsistant par elle-même. Il existe une géométrie proprement dite qui ne peut pas, comme les recherches qui nous ont occupés, n'être qu'une forme sensible des considérations abstraites. Pour cette géométrie, un modèle, qu'il soit exécuté, examiné ou seulement figuré avec force, n'est pas un moyen pour atteindre un but, mais la chose elle-même. Et le diagramme que je vais vous présenter aujourd'hui entre un peu dans cette perspective. Je ne dis pas que je suis un disciple de Félix Klein, mais je partage un peu sur l'intuition de l'espace. Alors, la géométrie, comment on l'appréhendait en droit constitutionnel? On l'appréhende à travers des diagrammes. Du moins, moi, je l'appréhende à travers des diagrammes. Alors, il ne s'agit pas des diagrammes à la Feynman, que vous connaissez tous. C'est des diagrammes qui représentent des interactions entre des particules subatomiques. Là, ce sont des diagrammes avec l'idée de flèches, de direction, de différents itinéraires sur des surfaces, différents types de surfaces. D'accord ? Alors, pour comprendre le diagramme, dernier propos préliminaire, donc je vais vous présenter des analogies, mais des analogies qui ne sont pas métaphorisantes, ce ne sont pas des métaphores. On ne transporte pas des propriétés d'un domaine dans un autre. On fait un pont entre différents domaines grâce à des diagrammes. Donc ce ne sont pas des simples métaphores, mais c'est simplement donc, un lien entre deux domaines différents, le droit et les mathématiques et la physique. Alors la physique, à partir du XVIIIe siècle jusqu'à la physique contemporaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter que des choses les plus simples qui soient, mais bon, on peut rentrer dans des... j'ai fait un papier, je vous en parlerai, un papier qui fait quand même 4000 pages sur la physique contemporaine et les mathématiques contemporaines. Bon, mais là, on va essayer de présenter les idées de base. Alors, on va être à la... Je suis désolé, vous êtes des polytechniciens, mais on va aller à l'école maternelle un petit peu, comme tout le monde. Pourquoi ? Parce que le bébé, il a des intuitions formidables au niveau topologique. Vous voyez, donc vous avez un bébé qui est face à des figures fondamentales, élémentaires fondamentales, des triangles, des carrés, etc., avec différentes orientations. D'accord ? Et ce qui nous intéresse ici, c'est justement ces figures fondamentales qui présentent des trous. Donc, vous voyez, l'idée de tore est fondamentale pour nous. Alors, en physique, vous avez les tores invariants, vous savez, avec le théorème de Kamm, etc. Mais vous avez des tores aussi en droit constitutionnel, comme vous allez voir. Donc, on est à l'école maternelle. Je suis désolé de vous rabaisser comme ça dans l'enfance, mais je pense que c'est bon de démarrer de ces intuitions de base. Alors, imaginez ce que c'est que le droit constitutionnel pour vous qui êtes un peu scientifique. Regardez la jurisprudence en matière d'avortement aux États-Unis. Ça, c'est une représentation en 2007, donc après l'arrêt de la Cour suprême qui a autorisé l'avortement, ce qui était l'arrêt Roe versus Wade, et cet arrêt a été renversé en 2022. Là, vous voyez, en touré de rouge, vous avez l'arrêt fondamental, fondateur, qu'on appelle Roe versus Wade, qui avait autorisé, et là, vous avez les arrêts précédents qui préparaient un peu cet arrêt, puis vous avez les arrêts subséquents qui modifiaient, nuançaient cet arrêt. Donc, vous voyez ce genre de graphe, si j'ose dire, très difficile. Alors, il y a des juristes un peu mathématiciens aux États-Unis qui ont essayé un peu d'expliciter cela grâce à l'algèbre linéaire. Pourquoi ? Parce que une jurisprudence, c'est une dilatation des contractions. Donc, la notion de vecteur propre, valeur propre, s'applique parfaitement dans ce genre de choses. Donc on essayait de voir la portée d'un arrêt en fonction du coefficient de dilatation de contraction du sens de cet arrêt. D'accord ? On ne va pas parler d'algèbre linéaire aujourd'hui, mais je voulais vous montrer la complexité du droit constitutionnel. Vous voyez ? Quand vous êtes face comme ça à une jurisprudence, et encore, c'est qu'un petit échantillon, vous imaginez l'intérêt même de l'intelligence artificielle en la matière.
Alors, la notion fondamentale en droit constitutionnel, c'est la séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de constitution sans séparation des pouvoirs. C'est une équivalence absolue. Séparation effective. En Russie, il y a une séparation des pouvoirs. Ben, vous imaginez que ça n'a aucun sens. Donc, moi, j'étudie le droit occidental, séparation effective des pouvoirs. Donc, et une première figure importante pour le droit constitutionnel, c'est l'idée de triangle. Alors, l'idée de triangle, c'est une idée très ancienne. Quand vous lisez Platon, par exemple, l'ordre du monde est constitué fondamentalement, primitivement, par des triangles. Et Platon dit d'ailleurs que le triangle, c'est le plus beau des triangles. Le triangle équilatéral, c'est le plus beau des triangles. Mais le triangle, il n'y a pas que Platon dans la philosophie. Quand vous voulez démontrer le théorème de Pythagore, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez des triangles pour décomposer les figures. La triangulation d'un polyèdre irrégulier ou je sais pas, de l'espace, ou même en mécanique quantique, la triangulation de l'espace courbé à une petite échelle, on voit l'idée de triangle. Alors le droit constitutionnel n'échappe pas à cette idée fondamentale du triangle. Donc le triangle, c'est une contrainte de structure, comme je marque, qui résiste plus ou moins des efforts dynamiques, donc de dilatation, de contraction, de torsion, que présente la vie politique, la vie constitutionnelle. Donc, et la stabilité du triangle, c'est la stabilité d'un objet par un équilibre de forces internes, comme un peu partout. Et les contraintes en droit constitutionnel ne sont pas toujours quantifiables, elles sont plus ou moins quantifiables. Elles peuvent être quantifiables, par exemple, quand vous voulez décider une majorité relative ou qualifiée, là, il y a du chiffre, mais pas toujours, etc. Alors, comme on reste à l'école maternelle, simplement un petit rappel, si on prend le triangle équilatéral, ce qui est intéressant, c'est finalement, il y a un nombre premier dedans, qui est important, le nombre 3. On ne va pas parler de nombre premier aujourd'hui, mais j'ai développé toute une chose sur les nombres premiers en droit constitutionnel. Mais en tout cas, ici, vous avez donc un nombre premier qui est intéressant. Donc, il y a une symétrie d'ordre 3. D'accord ? Et alors, on ne va pas parler du dual et de la dualité aujourd'hui, mais il y a aussi la notion de dualité dans le triangle. On ne va pas en parler aujourd'hui. Alors, par exemple, comment un triangle peut-il être utile en droit constitutionnel? Eh bien, vous prenez par exemple les sommets d'un triangle et vous les appelez pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Donc, ils occupent les 3 sommets du triangle. Et là, au milieu, par exemple, vous avez un barycentre, tout simplement. Par exemple, là, vous avez un barycentre ici, là, qui est un petit peu à la confluence un peu des 3 pouvoirs. Là, vous avez un barycentre qui est un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'il est plus près du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Là, vous avez un barycentre sur l'acte administratif plus près du pouvoir exécutif et judiciaire, etc. Ou alors, on peut avoir un tétraède. Pour continuer, tétraède, vous prenez le pouvoir religieux en plus. Donc vous avez deux barycentres. Vous avez un barycentre là à la base, entre les 3 pouvoirs, mais si vous ajoutez le pouvoir religieux, vous avez un pouvoir, donc, un autre barycentre, donc qui se coordonne avec la séparation des pouvoirs. Voilà un exemple tout simple, vous voyez, de triangle, donne une image claire un petit peu, première image claire de la séparation des pouvoirs, le barycentre. Barycentre fondamental, notion fondamentale. Alors, effectivement, c'est fondamental. Pourquoi Parce que le barycentre c'est un modèle dynamique sous une apparence statique. Le triangle est quelque chose de statique, mais le barycentre chemine sous l'influence de différentes forces. Et donc, la position des points d'équilibre est finalement une fonction des paramètres que sont les poids du barycentre. D'accord? Donc, vous voyez le côté dynamique sous le statique. C'est ça qui intéresse le juriste. Ce triangle, il peut être plus ou moins molesté en politique. Je n'ai pas le temps d'interpréter tous ces triangles au regard du droit constitutionnel, mais je peux vous donner. Donc, vous voyez, un triangle barycentre peut se déplacer suivant l'influence des différentes forces, et il peut se rétrécir si deux pouvoirs sont davantage proches dans certaines circonstances.
Là aussi, par exemple, j'ai marqué le déplacement des pouvoirs quand il y a une mise en cause de la responsabilité du gouvernement ou la motion de censure, etc. Donc on peut représenter par Barycentre, par le cheminement de Barycentre, un certain nombre de circonstances politiques. Alors vous allez me dire où est la mesure. On pourrait faire un quadrillage du triangle, mais enfin l'idée n'est pas là importante. C'est important déjà de saisir qu'on peut utiliser la géométrie pour visualiser un petit peu la vie dynamique de la politique. Moi, j'enseigne la théorie des jeux à Sciences Po. J'enseigne la négociation à la lumière de la théorie des jeux, précisément. Bien, la notion en théorie des jeux, une notion importante, en théorie des jeux coopératifs, c'est la notion de cœur, de corps. Bien, si vous prenez les 3 sommets, etc., vous pouvez définir une zone qu'on appelle le cœur, c'est-à-dire une coalition qui ne peut pas être molestée ou perturbée par d'autres coalitions concurrentes. C'est ça le cœur. Hein. Alors, le triangle, mais une autre représente la séparation des pouvoirs, j'ai parlé du triangle, bien aussi on peut sophistiquer un petit peu le triangle en faisant appel à la théorie des nœuds. Et on peut inscrire d'ailleurs un trèfle dans un triangle, d'accord, avec différents brins. Vous savez qu'il y a la théorie de la tricoloration d'une trèfle, suivant que les brins passent dessus ou en dessous. Et donc, on peut représenter la séparation des pouvoirs. Je vais vous montrer un petit peu, expliquer tout à l'heure, juste après. Mais vous voyez, déjà, on enrichit un peu l'idée de triangle avec la théorie des nœuds. Alors, pour comprendre cet enlacement des pouvoirs, il faut comprendre un peu la base du droit constitutionnel. Il y a 2 types de séparation des pouvoirs en droit. Il y a ce qu'on appelle la spécialisation des organes. C'est-à-dire que chaque pouvoir exerce une fonction exclusivement. Le pouvoir législatif exerce la fonction législative, faire des lois. Le pouvoir judiciaire exerce la fonction d'exercer des jugements, de faire des jugements. Le pouvoir exécutif, faire des décrets. Ça, c'était ce mode de constitution a existé beaucoup au XVIIIe siècle, beaucoup. En Pennsylvanie, par exemple, en France, sous une certaine constitution. Mais l'essentiel, c'est la balance des pouvoirs. Et là, c'est l'apport de Locke, de Montesquieu, de James Madison aux États-Unis. Vous voyez, ici, chaque pouvoir peut exercer différentes fonctions. Vous êtes président américain, vous pouvez prendre des décrets, mais vous pouvez opposer un veto au Congrès. Donc vous exercez la fonction législative en opposant un veto. Vous pouvez nommer des membres de la Cour suprême américaine. Donc vous exercez une fonction judiciaire. Vous voyez, donc la casquette de président, le pouvoir du président peut exercer plusieurs fonctions. Je donne l'exemple du président, mais on peut prendre l'exemple du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, lui, il peut annuler les décrets, donc il participe à la fonction exécutive. Il peut annuler des lois, il participe à la fonction législative, il peut faire autre chose pareillement. Alors vous voyez, là, à gauche, vous avez une correspondance injective, si j'ose dire, mais à droite, vous avez... On sort un peu de la théorie des ensembles. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de fonction. Là, il y a une image, il y a un point qui a plusieurs images. Hein. On n'est plus dans la fonction mathématique classique. D'accord ? Mais vous voyez pourquoi on parle d'enlacement des pouvoirs à travers leurs fonctions. Les pouvoirs sont séparés, sont indépendants juridiquement, mais fonctionnellement ou en pratique, ils collaborent à travers leurs fonctions. Vous voyez, c'est ça la subtilité de la balance des pouvoirs. Donc une balance des pouvoirs aux États-Unis, classique. En France, c'est un peu plus compliqué en Angleterre. Il y a des mélanges avec la spécialisation des organes. Mais enfin bon, grosso modo, restons dans les États-Unis, qui est le modèle le plus clair. Le plus clair et le plus pensé. Imaginez que la Constitution américaine n'a qu'une trentaine d'articles. Elle date de 1787. Elle a une trentaine d'articles. C'est une formidable construction intellectuelle, la Constitution américaine. Avec une jurisprudence, par contre, des camions de jurisprudence. Mais la Constitution elle-même est un chef-d'œuvre intellectuel. Et le fondateur de cette Constitution, c'est James Madison, qui est un très grand constitutionnaliste. Il y a un piètre président, par contre.
Il était le 3e président des États-Unis, mais il a perdu la bataille face à l'Angleterre, quand il y a eu une guerre entre l'Angleterre et les États-Unis. Il n'avait pas la qualité de l'homme politique, ce qu'on appelle la phronésis, l'adaptation aux circonstances, la rapidité, etc. Mais par contre, c'était un génie un peu juridique, constitutionnel. Alors, on va compliquer un peu plus la séparation des pouvoirs. Je vous ai dit qu'il y a un enlacement des pouvoirs. Eh bien, la théorie des nœuds est très claire là-dessus. Le nœud borroméen. Le nœud borroméen, vous savez que c'est un nœud qui, si vous cassez un des cercles, tout se détache. C'est quelque chose de très solide. Et ce qui est intéressant dans la théorie des nœuds, c'est d'utiliser l'espace complémentaire du nœud. C'est ça qui est intéressant. Là, vous voyez, j'ai mis différentes courbes qui traversent les nœuds. Certaines courbes peuvent se ramener à une seule. Ce sont comme des lacets en topologie. D'accord ? C'est une classe d'interprétation, c'est une classe homotopique. D'accord ? Donc vous avez différents types d'interprétations qui se rapprochent, il y en a d'autres qui sont d'autres classes, etc. Donc vous voyez déjà, on commence à compliquer les choses un petit peu en droit constitutionnel. On a ici, comme j'ai marqué ici, on a une stabilisation par déformation, une stabilité homotopique. D'accord ? Il y a des variations dans les fonctions, dans les interprétations, je veux dire. Certaines se ramènent à d'autres, etc. Donc, vous voyez déjà, même il y a le sens aussi, on pourrait commenter le sens, bon, là, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais vous voyez déjà, on complique un peu la chose. On complique la chose, si on pense à la Constitution américaine, vous avez 50 États. Chaque État a une constitution aux États-Unis. Chaque État a une séparation des pouvoirs. Et comment unifier et coordonner toutes ces jurisprudences, toutes ces décisions ? Vous avez 50 décisions différentes, des jurisprudences. Et là, vous avez une représentation géométrique qui permet un petit peu de coordonner les choses. Vous voyez, on a le triangle de l'État fédéral au-dessus, la Cour suprême des États-Unis, et après, vous avez les cours suprêmes des différents États. Chaque État a une Cour suprême aux États-Unis. Et donc, là, vous voyez, j'ai tracé la courbe d'équilibre qui relie les différents équilibres à un moment donné dans chaque État. D'accord ? Donc il y a une dynamique, bien sûr. Là, c'est à l'instant T. Hein. On pourra déplacer la courbe d'équilibre en fonction des évolutions. Mais vous voyez déjà, quand vous voyez les constitutionnalistes, vous lisez des paquets de littérature, mais il suffit parfois de recourir à un diagramme pour synthétiser les choses d'une façon beaucoup plus claire, simple. Mais quand vous présentez ça à des juristes purs, ils crient... vous savez, c'est un peu comme quand j'étais au Quai d'Orsay, j'avais fait un papier sur l'emploi de la théorie des jeux dans la politique internationale. Il y avait notamment le conflit Obama-Assad, etc. Et j'avais fait des graphiques à des courbes d'indifférence, etc. Et on m'avait dit, mais écoutez, la politique internationale, c'est beaucoup plus subtil que les mathématiques et la science. Vous plaisantez. Oui, ce côté ridicule, comme si les deux cultures, l'une était subtile et l'autre était simpliste. Vous voyez, alors que quand vous prenez la théorie des jeux, on voit un peu la logique avec les anticipations, etc. On voit un certain nombre de choses. Bien sûr, ça n'explique pas toute l'explication, mais de refuser ça en disant que c'est pas subtil, c'est absurde. Comme ça, là, vous présentez un diagramme comme ça. Les juristes, ils vont regarder un petit peu, pas tous les juristes, parce que moi, j'ai un directeur de thèse qui était très ouvert et exceptionnel, Michel Tropper, mais certains juristes sont un peu coincés, si vous voulez. Non pas qu'ils ne soient pas intelligents, mais ils ont un peu peur, etc., ou ne maîtrisent pas la matière, etc. Donc, vous voyez un peu ce genre de figure déjà un peu plus complexe. Alors, la séparation des pouvoirs, aussi, on peut l'étudier à travers une sphère. On revient à notre école maternelle de la topologie, la sphère, le cercle, la sphère. D'accord ? Très belle figure. Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, la stabilité d'un objet, c'est l'interaction entre des forces contraires, plus ou moins contraires, etc. Eh bien, vous avez finalement, là, on peut avoir la notion de butée comme en mécanique. Vous voyez,
quand un pouvoir commence à agir ou à interpréter, l'autre va réagir ou contre-interpréter, etc. Et donc, il y a une sorte d'équilibre comme ça qu'on peut représenter sur la surface de la sphère. Vous voyez, avec alors, c'est de la sphère ou alors une déformation de la sphère, une ellipsoïde. Hein. Vous voyez, là, j'ai mis, il y a des points erratiques un peu en dehors, etc. Mais là, une nouvelle présentation du droit constitutionnel. Et regardez par exemple aussi, je prends la sphère, on prend les trois pouvoirs. Prenons les grands cercles. Des pouvoirs qui ne se parlent pas, ce sont des grands cercles qui se coupent de façon perpendiculaire, si j'ose dire. Alors, des pouvoirs qui se parlent, là, l'angle se resserre. Vous voyez, par exemple, s'il se resserre trop, là, c'est dangereux. Vous voyez, si par exemple la police, la justice sont trop proches l'une de l'autre, vous voyez, là, on peut mesurer, si on faisait une mesure des angles, on peut mesurer un petit peu le danger, le degré de dangerosité ou éventuellement du rapprochement des pouvoirs. Vous voyez, c'est intéressant la géométrie. On peut tout de suite, on voit clair. Vous voyez, c'est un peu l'origine des cartes, il disait on voit clair quand c'est un peu la géométrie. Un peu, hein. On parle de cercles, mais disons, les cercles, les droites au sens de point carré, dans le disque de point carré. Vous voyez, il y a là, on peut voir la jurisprudence, par exemple, là, vous avez l'arrêt dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Roe versus Wade, il est là, vous avez les arrêts antérieurs, la jurisprudence antérieure. Il y a 12 cours d'appel aux États-Unis, il y a plusieurs jurisprudences qui peuvent converger à un moment et diverger après, etc. Donc, par exemple, cette jurisprudence, par contre, est complètement indifférente au problème. Vous voyez. Donc, vous voyez, là, par exemple, vous voyez, le 19.1 est intéressant aussi pour représenter les croisements, les divergences, les convergences entre les jurisprudences. Et ensuite, là, je vous ai mis le demi-disque de Poincaré, j'ai fait un peu de zèle, pour vous montrer un petit peu qu'on peut même illustrer la négociation. Par exemple, la droite réelle en dessous, ce serait un petit peu les enjeux financiers, si vous voulez. Et après, plus l'espace s'agrandit, plus vous avez des marges de négociation. Vous voyez, puisque vous avez une sorte de bord infini, là, après, etc. Donc là, j'ai présenté ça, j'ai commenté ce genre de figure aussi. On a parlé de la séparation des pouvoirs. On change un petit peu, maintenant on va parler des phénomènes quasi-périodiques. Pas périodiques, bien sûr, quasi-périodiques. En recourant au tort. Le tort qu'aiment les bébés, finalement. Le tort que la bouche de la maman, c'est un tort. Hein. Les yeux sont un tort, etc. Hein. Donc notre perception fondamentale est torique, si j'ose dire, un petit peu, dans l'affectif. Alors, regardez, par exemple, si je prends un triangle plat, je mets avec un trou au milieu, on peut voir ici que là, ça coince la séparation des pouvoirs. Vous voyez bien qu'un pouvoir ne peut parler à un autre pouvoir que par le pourtour. Il ne peut pas passer que par le pourtour. Donc, on peut avoir un blocage politique. Et si vous prenez le triangle torique, c'est intéressant. Vous évitez l'obstacle. Vous voyez ? C'est beaucoup plus subtil, le triangle torique par rapport au triangle plat. Vous voyez, donc les pouvoirs peuvent davantage communiquer, etc. Le tort encore. Moi j'aime beaucoup le tort, hein, je trouve que c'est une très belle figure. Eh bien le tort, bon, vous avez une double périodicité, d'accord, longitudinale, verticale, et finalement, si une périodicité représente, disons, l'action du pouvoir législatif et l'autre l'action du pouvoir exécutif, l'action du pouvoir législatif, c'est-à-dire par exemple une loi qui subissent différentes étapes, etc., ou qui se transforment, etc. Le pouvoir exécutif, pareillement, pour les décrets. Donc vous avez une composante, une résultante. En mathématiques, une connexion. D'accord ? Donc cette connexion, à un moment, elle peut rencontrer une singularité. Ça bloque. Le pouvoir dit, bon, j'utilise l'article, en France, 49.3.
D'accord? Mais 49.3, vous savez, est sujet à différentes conditions. Vous ne pouvez pas utiliser la 49.3 tout le temps. Vous savez, il y a des conditions à la fois de temps et de différentes conditions. Donc parfois, vous êtes obligé de faire appel à des forces politiques tierces pour débloquer la situation. Donc on peut faire dans le tort un autre tort qui permet d'éviter un peu la singularité de l'article 49.3. Vous voyez? Donc là, vous arrivez à lire, parce que c'est un peu petit peut-être, non? Vous arrivez à lire? C'est bon? Le tort encore, alors là c'est magnifique, très belle illustration, le tort électoral, comme je l'appelle. Prenez la Constitution de la Ve République avant la réforme de l'an 2000. Le président était élu tous les 7 ans. Le législateur tous les 5 ans. D'accord? Je représente sur un premier tort la périodicité d'élection présidentielle. D'accord? Vous voyez, de 1 an jusqu'à 7 ans. Après, vous avez, sur l'autre tort, la périodicité des députés. C'est tous les 5 ans. D'accord? Si vous les mettez sur un même tort, ce qui est intéressant, c'est les points de rencontre. Parce que vous savez, le souci constitutionnel important, c'est d'éviter la surmajorité, l'excès de majorité. Si les deux majorités des députés et du président sont parfois ensemble, ça peut faire un excès de majorité au détriment d'une minorité, avec un abus de majorité. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de calculer un peu le PPCM, si j'ose dire. Là, il est 35 ans. Donc, ça va... on a moins de risque d'excès de majorité. Alors, c'est un cas simple. Si vous prenez le Sénat, les sénateurs sont élus tous les 6 ans. Vous voyez, par moitié, etc. Donc, ça va compliquer le PPCM. Mais enfin, finalement... Vous voyez, le souci des constitutionnalistes, c'est d'éviter toujours les abus de majorité. Donc, de faire en sorte qu'on ait, sur le tort électoral, le moins de rencontres possible, si j'ose dire. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, vous avez le président tous les 5 ans, tous les 4 ans. Vous avez le Sénat qui se renouvelle par période. Les députés, c'est 2 ans, etc. Donc, vous voyez, il y a tout un jeu de PPCM très important, qui permet d'éviter la surmajorité. Et vous voyez, le tort est, à mon sens, le magnifique instrument pour représenter ce genre de problème. Je prends encore le tort sous la forme d'un feuilletage courbé. Donc, je vous ai dit que, finalement, chaque séparation des pouvoirs, c'est plus ou moins un borroméen. Donc, vous voyez, vous avez une sorte de solénoïde, mais là on prend l'intérieur, à l'intérieur duquel vous avez les 50 borroméens. 50 borroméens. Et donc là, vous pouvez voir un petit peu l'évolution, soit dans le sens démocrate, soit dans le sens républicain, en fonction du sens, vous voyez, politique. On est toujours dans l'espace complémentaire des nœuds. Hein. L'espace complémentaire, souvent les étudiants qui abordent la théorie des nœuds, ils se focalisent sur le nœud, ils ne voient pas que l'essentiel, c'est l'espace complémentaire du nœud. Important, qui peut être plus ou moins étendu, plus ou moins distendu, etc. L'essentiel, c'est l'espace complémentaire du nœud. Autre thème de droit constitutionnel, la lutte contre les factions. Donc, l'obsession, c'est d'éviter l'abus de majorité, mais c'est éviter aussi l'abus des factions. On n'est pas contre les factions, contre les lobbies, on dirait aujourd'hui. Ils sont nécessaires. Mais on est contre l'abus des lobbies. D'accord? Ou du moins, on essaye d'équilibrer les lobbies. Alors, comment imagine-t-on lutter contre les lobbies à l'époque, au XVIIIe siècle déjà? Bien, je vous donne un exemple très simple. On prend deux cercles. Et l'un représente finalement le patronat de l'industrie, des transports, j'ai pris, et l'autre représente les salariés de l'industrie des transports. Un bon lobbyiste, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un, moi comme avocat j'ai des lobbyistes à Bruxelles, un bon lobbyiste c'est quelqu'un qui essaye de faire des coalitions pour faire passer projets. Si vous êtes une industrie chimique, il est bon de s'associer avec un groupe vert, par exemple, etc., vous voyez, pour faire passer la pilule, si j'ose dire. Donc, il faut donc
mêler, il faut, comme dit Madison, multiplier et chevaucher les factions pour réduire leur nocivité. D'accord? Donc là, simple, une interaction. Donc si on prenait 3 secteurs, 1, 2, 3, vous voyez, secteurs avec les individus dedans, on a finalement, l'idée de Madison, finalement, c'est de faire une sorte de mélange aléatoire. On multiplie les factions, faire en sorte que vous voyez, on secoue le dé pour que finalement, il y a différents groupes, que ça réduit un petit peu leur nocivité. Et alors, ça ressemble un peu au Rubik's Cube. J'ai mis un Rubik's Cube là, ça fait ça, c'est un peu la même idée. Hein. C'est la même idée qu'on retrouve à l'époque avec Buffon, la théorie des probabilités géométriques. Vous lancez une aiguille sur un plancher, qui peut croiser ou non, finalement, les lattes du plancher. Et vous voyez, là, si on multiplie un peu le chevauchement, eh bien, c'est exactement cette idée-là de chevauchement des factions. Hein, c'est la même époque, d'ailleurs, fin 18e. Hein. Vous voyez, comme quoi les penseurs du droit et les penseurs de la science ne sont pas si éloignés que ça. Dans la même époque, leurs modes de raisonnement se rapprochent, font écho, etc. Alors parfois il y a des influences, mais parfois on se demande comment ça peut venir, ça peut émerger dans des champs de réflexion tout à fait différentes. Je reviens à la sphère. Prenons les méridiens. Là, on fait un petit peu de topologie avec le transport parallèle, la topologie. Là, finalement, l'administration, c'est une sorte de topologie procédurale. C'est-à-dire que les intérêts privés vont converger, vous voyez, pour proposer des projets de loi, mais l'administration fait une telle pression sur ces projets, vous voyez, qu'ils sont obligés de converger plus ou moins. Et vous voyez, l'intérêt ici, c'est que finalement ça converge sans qu'on ait besoin d'une force complémentaire, supplémentaire. C'est la topologie qui guide la chose. On n'a pas besoin d'une force pour que les choses se portent vers le sommet là, de sphère. Vous voyez, c'est ça l'intérêt de la topologie. Il y a une structure, il y a une structuration qui fait qu'on le voit ça en physique, bien sûr, en relativité, hein, mais on voit ici concrètement. Vous voyez, donc on pousse les lobbies à se converger vers le sommet de l'État, et la représentation, ici, on l'a par le transport parallèle et la sphère. Alors, je donne un autre exemple, un bel exemple de surface de René Thaume. Moi, j'avais suivi les séminaires disciplinaires de René Thaume à l'époque. J'étais son avocat une seule fois, d'ailleurs, contre un éditeur. Et donc, là, on a une surface qu'on appelle la fronce. Où vous voyez, il y a plus qu'un pli, il y a comme un plissement de vêtements. Alors, ce qui est intéressant ici, là, on est comme dans le triangle. Vous avez ici, vous avez un objet apparemment immobile, mais qui cache une dynamique. Avec, vous voyez, par exemple, en haut, vous avez le régime présidentiel. En bas, vous avez le régime marqué parlementaire. D'accord ? Vous avez 2 paramètres qui vont faire bouger la forme. Le paramètre, c'est la mise en accusation du président par la Chambre des représentants. Et l'autre paramètre, c'est l'accord du Sénat. D'accord ? Vous voyez, là, demande d'impeachment de la Chambre des représentants. Si on va dans ce sens-là, c'est-à-dire que si on suivait la Chambre des représentants, avec, disons, l'accord du Sénat, on risquerait de faire tomber le régime présidentiel en régime parlementaire. Ce qui a failli arriver aux États-Unis en 1860, je ne sais plus très bien, je crois que c'est 68, pardon, après la guerre d'indépendance. Vous aviez le président Andrew Johnson, qui était un démocrate, mais finalement qui était favorable à l'Union. Alors que les démocrates à l'époque étaient plutôt des républicains actuels, plutôt des gens durs, qui étaient pour la sécession, etc. Eh bien, il a sauvé sa tête à une voix, parce que les parlementaires américains se sont rendus compte que si on met en cause trop souvent le président, on transformerait le régime présidentiel en régime parlementaire, comme en Europe.
Donc, sciemment, vous avez des discours qui disent on refuse ce genre de choses, on refuse le saut. Vous voyez, parce que la théorie des catastrophes, c'est des sauts, discontinuité. On refuse le saut, là, ce saut-là. D'accord? Donc, on reste dans la zone du régime présidentiel. Vous voyez, donc vous avez ici, donc, comme j'ai marqué, instabilité continuelle de la forme quand deux paramètres varient. D'accord? Le paramètre de la Chambre des représentants et le paramètre du Sénat. Hein? Voilà. Vous voyez, une belle figure qui est tout simple et qui représente une procédure fondamentale aux États-Unis. Fondamentale. Hein? Alors, je ne dis pas que cette figure va régler les problèmes politiques. Hein, le but, c'est pas de... Mais ça donne une idée, peut-être, de la dangerosité d'un excès, peut-être, de certains députés, etc., vous voyez, qui risquent de faire basculer le régime présidentiel en parlementaire. À supposer que ce soit un danger. Pour les Américains, c'est un danger. Hein. Ils ne veulent pas d'instabilité européenne. Donc c'est, à mon sens, une très belle figure. Alors vous voyez, comme dit Thome, d'ailleurs, la théorie des catastrophes, j'ai marqué, est une théorie des changements de forme. Et je cite Thome, ce qui fait la stabilité d'une structure, c'est qu'il y a un dynamisme sous-jacent qui l'engendre et dont elle est la manifestation. C'est parfaitement clair. C'était un très bel esprit, René Thome. Hein. Je me permets de le dire, rendre hommage. Moi, je l'ai connu. J'allais parfois dîner chez lui parce qu'il recevait des dissidents mathématiciens soviétiques à l'époque, donc très généreux et très lumineux. Je trouve que c'est un très très bel esprit. En plus, connaissant très bien le grec ancien, et un peu ces mathématiciens d'autrefois qui avaient une culture classique et une culture scientifique. Pour moi, qui était quelqu'un d'exceptionnel. D'une clarté aussi, c'était un bel esprit français. Pour moi, vous voyez, Poincaré et Thome, c'était deux grands esprits français. Bon, on parlait un peu de mathématiques, on va se reposer un peu, parce qu'on peut continuer, hein, mais un peu de physique. On est quand même à Polytechnique, quand même, la physique est importante. Bon, on va faire un peu de physique un peu élémentaire, un peu comme à l'école maternelle, un petit peu. Ben, regardez, je suis avocat. Je défends un client qui s'est mal conduit face à un demandeur qui a un dossier lourd contre moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des manœuvres dilatoires. Je vais essayer de différer au maximum le procès, etc., comme on voit aux États-Unis, là. Vous voyez? Eh bien, qu'est-ce que c'est que finalement? On fait du Galilée. On fait un calcul de force, de moment de force. Vous voyez, j'ai marqué ici, défendeur multiplié par la procédure dilatoire du procès est égal à la procédure normale du procès multipliée par le poids des griefs du demandeur. Moment de force. Je prends dans l'histoire française, vous vous rappelez le maire du palais, et les rois feignants et le maire du palais. Vous vous souvenez de ça? Le roi dit feignant ne foutait rien, et le maire du palais faisait tout. Ben, regardez, le maire du palais n'avait pas beaucoup de pouvoir réel, mais il avait un pouvoir, il n'avait pas une autorité véritable, mais il avait un pouvoir réel. Et là, vous faites encore le calcul des moments de force, si j'ose dire. C'est pareil. Vous voyez? Et donc, vous voyez, la physique, même simple, s'invite en droit constitutionnel. Et quand vous présentez ça, les gens vont vous dire, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe quoi. On est au XVIe siècle. On n'est pas au XXIe siècle. Je ne parle pas de la théorie, je ne sais pas, des modules en mathématiques. Je parle de la théorie de Galilée du XVIe siècle. Parallélogramme des forces, on reste encore au XVIe siècle, XVIIe. Regardez, premier amendement, vous savez, aux États-Unis, est essentiel, la liberté d'expression, essentielle pour les États-Unis. Mais cet amendement comporte deux dispositions. Interdiction d'avoir une religion établie. Deuxième, liberté de conscience. Ben, toute la jurisprudence, c'est quoi? C'est une combinaison de ces deux dispositions. Vous voyez?
disposition qui conduit à la tolérance, si j'ose dire, religieuse. D'accord ? Alors, là, j'ai un peu exagéré. Tout dépend de l'angle. On peut imaginer un angle qui soit complètement obtus. Bon, là, ce serait un peu dangereux. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Mais vous voyez, c'est intéressant. On peut, par exemple, des forces, nous donne une image du premier amendement américain. Tout simple. Alors, il faudrait ajuster après l'angle, etc. Après ma mort, il y a peut-être des gens qui vont faire des calculs un petit peu d'angle, etc. Mais bon, je ne sais pas. Alors, je ne vais pas continuer trop longtemps. Regardez aussi la volonté, la notion de volonté générale. Alors, la volonté générale, beaucoup de gens me disent, mais c'est obsolète, on en parlait au XVIIIe siècle, ça n'existe pas la volonté générale. C'est vrai que ça n'existe pas en théorie, mais ça existe en pratique. La volonté générale, c'était celle de Rousseau. Rousseau faisait distinguer la volonté de tous et la volonté générale. La volonté de tous, c'est la volonté de la majorité, si grande soit-elle. Et la volonté générale, c'est la volonté de, finalement, qui n'est qu'un horizon. À tout moment, virtuellement, vous pouvez avoir des oppositions, des gens qui réclament plus de justice, etc. Donc personne ne peut accaparer la volonté générale. Et vous avez toujours des gens qui disent « moi, je représente la volonté du peuple, etc., comme on entend aujourd'hui, etc. » C'est n'importe quoi. Personne ne peut représenter la volonté générale. On peut représenter une certaine volonté de majorité, mais pas la volonté. Donc la volonté générale est un outil, finalement, dialectique, contestatrice. Personne ne peut l'accaparer. Le pape ou le président, personne. Personne. Et donc, vous avez, finalement, c'est comme on dirait en mathématiques, c'est un ouvert. Et cet ouvert, comment il se constitue ? Ben justement, grâce à un balancement. Là, je prends la théorie des pendules, mais là, je n'ai pas le temps de présenter des pendules multiples. C'est intéressant. C'est en physique, quand on a plusieurs pendules en endroits considérés, c'est très intéressant. Mais là, on prend simplement un pendule. Là, vous avez un pendule qui oscille entre la source de la loi. La source de la loi, donc, les gens... la source est d'autant plus large que les gens participent à l'élaboration de la loi. Elle est plus ou moins universelle. Et l'autre aspect du pendule, c'est l'objet de la loi. Le but de la loi, à quoi sert, etc. Donc, plus la source est universelle, plus l'objet des lois est universel. D'accord ? Vous avez une pendule. Mais ce pendule, comme en physique, il peut être perturbé par des aimants. Vous savez, il y a des expériences de physiciens, ils mettent des aimants à côté des pendules, et puis on s'aperçoit qu'il y a des difficultés dans la pendulation, si j'ose dire. Donc, si on reste dans l'idéal sans perturbation, donc vous avez un ouvert, j'ai marqué sans bord, ou du moins un horizon, un ensemble dont l'horizon est poussé à l'infini. D'accord ? Et alors, c'est intéressant. Vous voyez, on fait de la topologie, là, on ne fait pas de la géométrie. Je ne parle pas je ne dis pas le cercle ici, je mesure l'aire du cercle. Je parle de courbure. C'est pour ça, aujourd'hui, je ne vous en présente pas aujourd'hui, mais le flot de Ricci, je sais pas, vous connaissez le flot de Ricci, quand vous avez une figure plus ou moins interabiscotée, et finalement, cette courbure commence de plus en plus à devenir plus ou moins constante, comme un cercle. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'une partie, par exemple, du disque va être un groupe social qui veut tant de justice, ou plus ou moins, et d'autres un autre, etc. Suivant les courbures, les vitesses sont différentes. Et bien ici, donc, vous voyez, là, je vous ai mis une figure d'Archimède qui représente la même aire que le cercle. Vous voyez bien que ce n'est pas ça qui est en question. C'est un génie, Archimède. Il représente, finalement, la même aire que le cercle entier, et là, il a modifié un petit peu. Nous, on ne parle pas de ça, on parle simplement de courbure, plus ou moins de courbure. Donc, on arrive à une surface comme ça, un peu comme un cercle, avec, finalement, une infinité de symétries. Tout cercle a une infinité de symétries. Vous êtes d'accord ? Oui, je représente un objet utilisé, je prends une infinité de symétrie qui est le cercle. Et au milieu, je mets la place publique, l'agora. D'accord ? Et on met les individus ou les groupes autour. Donc, alors, l'agora n'était pas nécessairement un cercle dans l'Antiquité. L'agora pouvait être un rectangle ou un carré. Sauf dans les sociétés primitives, comme dit Lévi-Strauss, là, il y a finalement
les gens se réunissent autour d'un cercle, vous voyez, etc., pour discuter, parce que le cercle, c'est la meilleure façon de discuter les uns avec les autres. Hein, au lieu d'une droite, c'est évident, hein, comme pour un repas d'ailleurs. Et bien là, donc, vous voyez, ici, vous avez la place publique, une infinité d'axes de symétrie, la place publique et d'interaction. Et puis, si vous commencez un petit peu plus sophistiqué, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Si vous connaissez un peu les mathématiques, vous vous dites, mais c'est une projection. C'est une projection d'une autre surface. Une surface qui fait une rotation. Mais c'est un Möbius. Mais ce Möbius, vous voyez, c'est intéressant, c'est que finalement, par les interactions, peut-être, on a une élévation vers une surface. Vous voyez, finalement, c'est un fibré, là. Vous voyez, là, il y a la base du fibré, vous avez l'espace fibré au-dessus. Vous voyez? Et donc là, on peut concevoir comment, à partir d'un espace idéal où tout le monde discute. Vous voyez, là, j'ai parlé de l'agora, pourquoi? Parce qu'en Grèce, en principe, tout le monde a le droit à la parole. C'est ce qu'on appelle l'iségoria. Tout le monde a le droit à la parole. Quoi, les hommes libres, hein, tout le monde a le droit à la parole. Et donc, là, vous avez représenté un petit peu cet objet idéal qui est le droit à la parole de chacun. Avec les interactions, donc vous pouvez avoir, comme ça, une figure un peu, une surface différente. Donc c'est un fibré, vous voyez. D'ailleurs, pour remonter, on appelle ça en mathématiques l'éclatement d'un point. Et l'autre côté, c'est la projection. Hein. Il y a une application dite projection et une application éclatement. D'accord ? Voilà un petit peu l'idée un peu générale, très allusive, je reconnais, trop allusive, comment on peut appréhender le droit constitutionnel. Alors en conclusion provisoire, je dirais que finalement, les diagrammes ont une valeur, selon moi, scientifique et pédagogique de la démonstration juridique. Oui. Et ce qu'il faudrait, c'est évidemment des individus qui sont doublement éclairés à la fois par le droit et les mathématiques, pour essayer de, non pas réformer la société, c'est beaucoup dire, mais disons d'essayer de jeter un peu de clarté, un petit peu. Et alors, vous voyez, nous ne sommes pas dans les figures exactes, mais on n'est pas dans les figures non plus inexactes. J'ai repris un de vos collègues, là, Jean Petitot, qui parle de forme inexacte. Vous voyez, on est entre le précis et le rigoureux. Et pour finir, je citerai un grand mathématicien qui est devenu français d'ailleurs, Alexander Grothendieck. Regardez ce qu'il dit. Je participe, je trouve, de cet esprit en tout cas. Quand je suis curieux d'une chose, mathématique ou autre, je l'interroge. Je l'interroge sans me soucier si ma question est peut-être stupide ou si elle peut paraître telle, sans qu'elle soit à tout prix sûrement posée. Souvent, la question prend la forme d'une affirmation. Une affirmation qui, en vérité, est un coup de sonde. J'y crois plus ou moins, mon affirmation. Souvent, surtout au début d'une recherche, l'affirmation est carrément fausse. Encore fallait-il la faire pour pouvoir s'en convaincre. Je trouve que c'est une très belle phrase. Je vous remercie.